Fabien Moigne est parmi nous, lieutenant-colonel, chef du bureau prévention, brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Alors, tout à l'heure, tu m'as dit, attention, moi je m'enflamme pas. J'ai trouvé que c'était un joli beau jeu de mots et je te trouve très en forme. Alors, la parole est à toi. Et puis après ton intervention, si tu es d'accord, je pense que ça serait intéressant qu'on interagisse avec toi. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. C'est un véritable plaisir d'être avec vous. Le bureau prévention que je commande et la brigade de sapeurs-pompiers de Paris accompagnent les différentes évolutions dans le domaine de la construction, quelle qu'elle soit, et la transition écologique ne fait pas exception. Donc nous travaillons sur cette thématique depuis de nombreuses années déjà, et d'où ma présence et le plaisir que j'ai d'être là à échanger avec vous. Alors, la thématique qui m'a été confiée, c'est celle du retour d'expérience pour vous décrire un petit peu comment se passe un incendie. Et j'en ai profité pour évoquer avec vous nos préoccupations. Alors, vous avez un certain nombre d'images. Je ne sais pas si le désignateur laser fonctionne. Si, voilà. Donc, vous avez... j'ai découpé ces incendies en deux catégories, ceux en phase chantier et ceux en phase d'exploitation. En phase chantier, tout d'abord, on a ici le quartier du Sycomore à Grésy-sur-Aix. Ça y est, j'ai un trou de mémoire. Je parlais de Grésy-sur-Aix tout à l'heure. À Bussy-Saint-Georges, merci. En plus, c'est écrit, hein, il n'y a qu'à lire. Oui. Donc là, on a quand même eu 12 bâtiments qui sont partis, 12 maisons, et pour un coût, finalement, un coût d'intervention d'à peu près 600 000 € et un coût de reconstruction d'1 300 000 €. Voilà, l'incendie s'est propagé sur à peu près 150 mètres. On a juste en dessous le Salon de Provence. Alors c'était avant. Salon de Provence, c'est un pavillon, c'est plutôt un immeuble collectif qui était en phase qui allait entrer en phase de livraison. Donc on était vraiment à la fin du processus. Alors ce qui a déclenché l'incendie, j'en suis pas absolument certain, mais classiquement, au moment de cette phase, à la toute fin, on a pas mal de problèmes des derniers travaux sur point chaud, etc. Et pour éteindre cet incendie, finalement, il a fallu le détruire. Voilà. Donc l'extinction n'a pu être réalisée qu'au fil de la destruction du bâtiment. Et en bas à gauche, je pense que vous l'aurez reconnu, c'est Montfermeil. Donc c'était il y a peu, Montfermeil, donc un établissement scolaire, en phase chantier, en paille. Donc, on est dans la thématique du jour qui finalement est partie en totalité. Alors pour faire face à ce type d'incendie, finalement, il n'y a pas grand-chose à faire. La paille étant à nu, l'incendie s'est développé très rapidement, mais là je reviendrai dessus un petit peu plus tard. L'incendie s'est développé très rapidement, tout est parti, et la seule action finalement que nous pouvons mener sur ce type d'incendie, c'est de protéger les tiers, d'accord, c'est de limiter la propagation à l'environnement, d'accord. Donc, et alors, ça, on est sur la phase chantier, et ensuite il y a la phase d'exploitation. Alors la phase d'exploitation, je vais commencer par un incendie dramatique à Saint-Denis-de-la-Réunion avec 5 morts, donc 4 enfants. On est sur des petits pavillons. D'accord, des petites résidences. Néanmoins, tout est parti. Alors, vous allez me dire, la qualité de la construction, l'époque, etc. On n'est pas dans ce qu'on fait aujourd'hui. C'est justement pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est pour discuter de tout cela. Et 2 incendies que vous n'avez pas manqué, j'imagine, c'est donc ici Nanterre. Nanterre, l'incendie est parti en bas du local poubelle. Il s'est propagé, donc il est très rapidement sorti du local. Il a ensuite, il est passé au niveau du balcon, et le balcon étant en bois, toutes les 2 façades
sont partis. Hein. Donc le feu s'est propagé aux 2 façades et ensuite est rentré dans l'appartement du 2e étage. Donc là, pour la même chose, quand les secours sont intervenus, le feu était déjà développé. Pourtant, vous savez, à Paris, on intervient très 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 vite. D'accord, on arrive à Paris dans les 10 minutes. Alors après, il faut le temps de mettre les tuyaux en eau, etc. Donc ça prend quelques minutes encore. Mais le feu était déjà développé et à tel point que les intervenants n'ont pas compris tout de suite qu'il s'agissait d'un bâtiment en bois. D'accord, ça c'est venu après. Et enfin, Justement, Fabien, je oui. me permets, il y a une vraie différence pour vous si vous intervenez sur un bâtiment bois ou un bâtiment plutôt conventionnel? Alors oui, bon, ce sont des notions que je vais développer. En fin de compte, il y aura des précautions à prendre qui seront différentes. Simplement, naturellement, on va voir que le feu présente un développement très important avec des rayonnements très forts. Et donc là, on va se retrouver à un incendie qui ne sera pas de la même nature que sur un bâtiment en matériaux incombustibles, enfin conçu en matériaux incombustibles, c'est-à-dire que là, ce n'est pas seulement le contenu qui brûle, mais c'est aussi le contenant. Donc forcément, il y a plus de combustible, on se retrouve sur quelque chose d'important. Et ensuite, ça va engager d'autres notions que je vais développer un petit peu plus tard sur notamment la stabilité et la notion de sécurité aussi des intervenants. Et on me demande, excuse-moi de t'embêter, on me demande si tu peux nous préciser si ces 6 bâtiments étaient isolés en paille. Alors, Montfermeil, oui. Ce sont toutes. Alors, paille, je ne saurais pas vous dire précisément, mais ce sont. Montfermeil, ici, mais les autres, ce sont tous des bâtiments en structure légère, d'accord, avec soit des isolements, soit des structures, ce qu'on appelle légères, c'est-à-dire ossature bois. D'accord. Et ça, c'est ce qui va faire la différence entre les bâtiments, ce qu'on disait tout à l'heure, de la 2e famille pour l'habitation, qui peuvent quand même monter à 15-18 mètres, d'accord, enfin plancher bas à 15 mètres, si on raisonne sur un R+5, on est sur un R+3 plus triplex, avec des développements qui sont très importants, comme on le voit ici. Une rapidité de propagation de l'incendie qui fait que les secours vont se retrouver tout de suite confrontés à un feu de façade, partiellement de bâtiment, et un triplex, s'il faut aller chercher les gens qui sont en train de dormir, qui sont piégés au dernier étage du triplex, très sincèrement, ça peut s'avérer très, très compliqué sur des structures légères. Donc ça pose la question de la durée de stabilité au feu, de la réaction au feu, comme on l'a évoqué juste avant, et dans ce cadre-là. Donc paille, non, je n'en suis pas certain, mais structure légère, oui, ce qui de fait est un petit peu similaire dans la manière d'aborder le problème. Et en bas à droite, nous avons Montreuil. Montreuil, c'est le feu est parti. Donc c'est un bâtiment R+3, encore une fois de la 2e famille collective. Le feu est parti du 2e étage et lorsqu'il est sorti, ensuite il s'est propagé via les façades à la quasi-totalité du bâtiment. Donc là, ça a été aussi très, très compliqué d'arrêter cet incendie. On a sauvé une partie seulement du bâtiment, à tel point qu'il a été... alors il n'y a pas eu de blessés, hein, on est bien d'accord, mais la question ensuite de la reconstruction s'est posée. Est-ce que finalement on a réussi à sauver le bâtiment ou est-ce qu'il faut le déconstruire pour le reconstruire? Dans ce cas de figure, ils ont essayé de le sauver à l'issue. Alors il y a une chose qui est intéressante, on va parler tout à l'heure de protection passive. Alors il y avait des revêtements à l'intérieur en placoplate, c'est-à-dire que le bois, la partie bois n'était pas apparente, mais ce n'était pas de l'encapsulage tel qu'on peut l'entendre avec température d'interface et toutes les notions qui seront très probablement développées dans l'intervention après moi. Où je pourrais peut-être commencer à les évoquer, mais je ne veux pas trop empiéter sur la partie suivante. Alors, les constats qu'on en retire, c'est, vous l'avez deviné par vous-même, la phase chantier est très sensible, elle génère une grande vulnérabilité aux constructions biosourcées. Alors, pour revenir sur ta question, c'est que
Moi, ma présentation, je ne focalise pas que sur la paille. Je parle des matériaux biosourcés dans leur ensemble et je ferai quelques focus sur la paille. On n'a pas non plus énormément de recul en construction paille, donc je reste assez général. On a une cinétique et une dynamique du feu beaucoup plus importante, ça je viens de vous l'expliquer. Et la propagation du feu par les façades est quasi systématique. Dès lors que le feu sort de son volume et que les façades elles-mêmes participent au feu, donc pas de feu en fait, hein, elles vont propager l'incendie. Alors elles vont d'ailleurs propager l'incendie aux différents niveaux, que ce soit d'ailleurs vers le haut ou vers le bas. Hein. On l'a vu vers le bas avec l'incendie malheureux en Turquie, mais aussi avec un rayonnement vers les tiers. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte, avec un rayonnement thermique très très important. Et la notion que l'on trouve dans le règlement de sécurité de dire qu'une distance entre deux bâtiments de 8 mètres équivaut à un coup de feu 2 heures, bon, ben là, ça ne veut plus rien dire en fait dans ces cas de figure. Voilà, et la propagation tiers. Et alors il y a la notion de perte des cheminements d'évacuation, et là j'y reviendrai après, avec notamment une conception très particulière d'évacuation par des coursives. On voit de plus en plus des bâtiments qui n'ont plus d'escalier à l'intérieur, donc qui sont totalement en matériaux biosourcés. Il n'y a plus d'escalier à l'intérieur. On n'évacue que par des coursives et des escaliers extérieurs. Oui, mais si ce sont les façades qui brûlent, et bien finalement, on est piégé à l'intérieur du bâtiment, on n'a plus de moyen de s'en sortir. Donc ça, c'est une conception très particulière. On aime bien quand même garder un escalier à l'intérieur, parce que sinon, dans ces cas de figure, les occupants seront piégés et les secours ne pourront pas forcément aller les chercher. Il te reste 5 minutes d'intervention. Combien ? 5. 5. Ah, c'est super. Bon, ben, je vais devoir accélérer. Hein. Bon, alors, j'avais dit que j'étais bavard. Heureusement que je n'ai pas mis beaucoup de... Alors, le feu est difficilement décelable. Alors ça, oui, on n'a pas de moyen de déceler le feu quand il est à l'intérieur de la structure. Et même nos caméras thermiques font une lecture de surface. Il nous faudra beaucoup d'eau, ça vous l'avez deviné à Montfermeil. Et pour aboutir à l'extinction totale, il faudra parfois détruire le bâtiment, mais en tout état de cause, dans les niveaux, il faudra procéder à un important dégarnissage. Dégarnissage, c'est quand on gratte finalement la structure pour être sûr qu'il n'y ait pas de feu couvant derrière. Voilà, donc les occupants n'ont pas toujours eu le temps d'évacuer, et l'atteinte des structures type ossature bois peuvent occasionner des ruines partielles, voire totales. Mais c'est vrai aussi avec du bois massif. Ça peut être vrai, mais si on n'a pas encore suffisamment de recul, on n'a pas encore complètement constaté. Donc les points d'attention, je vais accélérer pour aller à la dernière partie. Hein. Sécurité incendie hors des chantiers, on l'a dit. La qualité de la mise en œuvre, vous voyez, nous aussi on en parle. Si le bâtiment est mal réalisé, on peut avoir justement des passages de fumée entre la protection passive, hein, enfin, ce qui va être rapporté sur la paille, sur le bois derrière, enfin, sur l'élément. Et donc on va se retrouver face à un incendie, soit un feu couvant ou soit un feu développé, et on n'aura pas rempli les objectifs de sécurité. Donc de cette qualité, nous on attend finalement comme peut-être une solution de réponse. Il y aura la formation, etc., tout ce que vous avez dû évoquer hier, mais également le contrôle lors du chantier qui, à mon avis, me paraît très important. Je pense qu'il faut vraiment suivre de très très près ces chantiers. Et la question va se poser en fait avec la massification de la construction en matériaux biosourcés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça reste une niche, vous n'êtes pas très nombreux, vous faites très très attention, vous avez envie de bien construire. Demain, quand ça va se généraliser, que ce sera le sous-traitant qui posera telle partie sur tel bâtiment, le fera-t-il avec le même sérieux et la même application que vous faites aujourd'hui? C'est la question que je vous pose. Et gestion des vies de construction, ça c'est un point crucial. Là, on est vraiment dans la pratique. Hein. C'est-à-dire que la gestion des vies de construction, c'est les immeubles paillerons. D'accord ? Le feu pailleron, c'est développé à travers tous les vides de construction. Je ne vous refais pas le bilan de cet incendie dramatique qui pourtant n'était absolument pas en matériaux biosourcés. Donc vous voyez que ça concerne tout type de construction. Et la pérennité des protections passives, la photo que vous voyez ici à l'écran, c'est un bâtiment neuf que nous avons visité à l'occasion d'une visite de récollement.
Voilà, donc un matériau dur sur un matériau souple, ça a bougé. Alors, vous allez me dire peut-être que c'était mal posé, etc. Je ne sais pas. En tout état de cause, le bâtiment était neuf, il était déjà plein de fissures. Voilà. Donc, mais ça ne pose pas que la question de la qualité de la mise en œuvre, ça pose aussi la question de l'utilisation. C'est-à-dire qu'on est dans des bâtiments d'habitation où les gens ils sont chez eux, ils font ce qu'ils veulent. Donc ils peuvent aussi dégrader le bâtiment. Ils peuvent aussi décider de retirer une protection passive pour avoir une poutre apparente et dire bah, c'est beaucoup plus joli comme ça, mon appartement va prendre 5 000, 10 000 ou plus euros de valeur. Oui, sauf que peut-être que cette protection contribuait et très certainement même à protéger le bâtiment contre un incendie. Donc les points d'attention, bon, je vais aller à la dernière diapo. Voilà, comme ça, il ne me reste que quelques minutes. Donc les attentes des secours. Les objectifs du règlement de sécurité sont simples. Les bâtiments doivent être conçus, construits, exploités et entretenus de manière à, limiter l'éclosion d'un incendie. C'est ce que vous avez en haut, limiter le risque d'éclosion. Il n'y a pas, par nature, plus de feu dans un bâtiment en matériaux biosourcés. La question, elle n'est pas là. Sauf peut-être, vous aurez à prendre en compte la partie risque électrique, avec notamment les incorporations. Et le deuxième point des objectifs de sécurité, c'est en cas d'incendie, limiter le développement et la propagation. C'est ce que vous avez sur la gauche avec la notion protection passive, protection active. Protection active, il ne faut pas en avoir peur. Hein. Alors je sais qu'il y a un thème, le matériau biosourcé n'aime pas l'eau, et ça je le conçois complètement. Mais dites-vous, entre les quelques litres d'eau que vont déverser les solutions d'extinction automatique à eau, qu'elles soient sprinkler ou même brouillard d'eau c'est très bien aussi, ne sont à rien en comparaison des 500 litres minute qui est le débit de base de nos lances. En plus, comme on arrive avec le feu est développé, on va mettre plusieurs lances, 500 litres par minute au minimum. D'accord ? Donc l'extinction automatique à eau à côté va permettre de contenir l'incendie, ce qui fait que nous, quand on va arriver, il y aura juste peut-être un petit coup de lance à mettre, point barre, et l'affaire elle est traitée. On a limité l'incendie à juste un local, un volume, alors que sinon, vous avez vu les extraits, c'est tout qui part. Voilà. Et ensuite, il y a l'intervention en elle-même. Comprenez qu'on met, c'est la moyenne nationale, on met plus de 20 minutes à arriver sur intervention. C'est la moyenne nationale. Je vous ai donné un chiffre parisien, on essaie d'être là en moins de 10 minutes, mais la moyenne nationale, c'est plus de 20 minutes. Donc en fait, votre bâtiment de deuxième famille qui est stable au feu une demi-heure, déjà quand les pompiers vont arriver, il sera déjà, la stabilité au feu sera déjà très compromise. Alors ensuite, de quoi allons-nous avoir besoin d'eau, évidemment, d'où la défense extérieure contre l'incendie, qu'on appelle la DECI. On souhaite qu'elle soit adaptée au risque et opérationnelle dès la phase chantier. On n'a aucun moyen réglementaire de vous l'imposer. D'accord ? Je ne suis pas là pour vous dire, je suis là simplement pour recommander de le faire, d'accord, d'avoir cette DECI opérationnelle dès la phase chantier pour que les secours puissent avoir de l'eau. Si vous voulez, le concept, ça va être de pouvoir intervenir vite et fort. Quand je dis fort, c'est pas mettre 4 lances et tout noyer. Fort, c'est avoir une action puissante et immédiate sur le feu pour justement éviter son développement et sa propagation. Vous comprenez ? Et c'est aussi le sens des colonnes sèches. Si le bâtiment est de la 3e famille, par exemple, ou plus, ou si on a des ERP de plus de 18 mètres, mais donc ce qui est bien, c'est de mettre des colonnes sèches. Colonnes sèches, ça coûte rien, c'est un bout de tuyau, d'accord ? Nous, on se branche en bas, on se branche en haut, et puis on n'a pas à mettre des tuyaux dans toute la cage d'escalier, on gagne beaucoup de temps. Et puisqu'on est dans les escaliers, on souhaite avoir des cheminements sanctuarisés. C'est en matériaux incombustibles, désolé de vous le dire, donc que ce soit verticaux, voire horizontaux, parce qu'il faut pouvoir accéder au bâtiment, mais il faut aussi avoir un cheminement de repli s'il y a des effondrements. Et c'était le cas à Montreuil. On avait une cage d'escalier, et c'était le cas aussi à Montfermeil, une cage d'escalier en béton. Et se pose la question de la stabilité au feu et la résistance à la ruine. Donc là, c'est bien parce que Madame Hospital va vous en parler tout de suite après. Donc, elles permettent certes aux occupants d'évacuer
c'est un des objectifs. Mais tout à l'heure, quand j'étais en train de vous lister les différents objectifs du règlement de sécurité, de l'article L141-1 et du CCH, le dernier point, c'est permettre l'intervention des secours en sécurité. D'accord ? Et donc ça, la résistance à la ruine, on peut avoir un effondrement différé sur ce type de bâtiment. Donc la pérennité des protections, j'en ai parlé. Et donc nous aussi, on souhaiterait avoir des garanties. Donc à vous de voir comment effectivement assurer la qualité de la construction à travers la formation, le contrôle et tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Fabien. Merci beaucoup. Alors, il y a déjà des questions de la salle. On ne parle jamais des coûts d'intervention. Quels sont les ordres de grandeur des coûts et qui les supporte ? Alors, je vous ai donné un ordre de grandeur tout à l'heure. Hein, le Bussy-Saint-Georges, c'était à peu près aussi 100 000 euros. Alors, nous, on ne chiffre pas. Enfin, je dis nous, la BSPP, c'est-à-dire que, heureusement que j'ai ce chiffre, parce que sinon, le chiffre de la BSPP du coût d'intervention, je ne le connais pas. Et qu'il supporte, au bout du bout, c'est le contribuable. C'est ça. Et 600 000 euros, vous chiffrez, qu'est-ce qui est coûteux en fait ? Qu'est-ce qui est pris en compte dans ce chiffrage de 600 000 euros ? Très sincèrement, je ne sais pas. Alors, c'est le coût humain, déjà, le nombre d'intervenants, la durée, la quantité d'eau déversée également. Donc, je pense qu'il y a déjà ces trois facteurs. Et puisque on évoque le sujet du temps d'intervention, il faut avoir conscience que sur un bâtiment en matériaux biosourcés, on va rester très très longtemps. Parce que comme on ne sait pas, il va falloir surveiller, d'accord ? Surveiller pendant très longtemps, c'est plusieurs heures, voire plus, d'accord ? Si le feu continue de se propager au sein même de la structure, etc., même s'il est éteint en surface, hein, on est bien d'accord. Donc on va faire une surveillance, la surveillance c'est in situ, et après on va peut-être faire des rondes. Et ça aussi, ça a un coût. Donc forcément, ça va augmenter le coût de l'intervention, fatalement. Et alors justement, j'ai une question dans la salle. Qu'est-ce qu'un feu couvant ? Alors, le feu couvant, c'est celui qui va se propager à l'intérieur de votre structure. Il ne va pas être visible, d'accord ? Et donc typiquement dans la paille, vous pouvez avoir la surface qui va être un petit peu brûlée, on va dire, d'accord ? On aura éteint la flamme vive, mais peut-être qu'à l'intérieur, l'élément paille, l'élément bois va continuer de se consumer, d'accord ? Et peut-être que en continuant de se consumer, soit il va détruire l'élément jusqu'à la ruine, soit il peut aussi propager le feu à un autre étage, etc. D'accord ? Et comme ça peut se propager et on peut avoir aussi, comme je vous l'ai dit, des ruines puisque l'élément continue d'être fragilisé. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Tout était clair ? Pas de questions ? Si vous avez des questions, une question devant. Merci. Merci de vous présenter. Oui, bonjour, Julien Perrizobio. Moi j'ai travaillé chez Saint-Gobain et dans la laine de roche, il y avait le problème de points d'infusibles à la production qui pouvaient, dans les stocks, on a eu des départs de feu dans la laine de roche. Est-ce qu'on a ce genre de risques qui peuvent arriver en pose de laine de roche sur des chantiers où on aura vu des départs de feu parce que justement on a posé un isolant qui contenait déjà justement un feu. Est-ce que vous avez eu des cas comme ça ? Alors, j'essaie de me souvenir si j'ai déjà eu des exemples comme ça. J'en ai pas qui me viennent. Alors si c'est déjà arrivé, c'est que ça peut arriver. Ou alors il y avait peut-être des circonstances particulières. En tout cas, on en revient au même point. Il faut être très, très vigilant en phase chantier et mettre des mesures pour pouvoir intervenir rapidement. L'idée, c'est plus vite on intervient sur le feu naissant, avec les moyens adaptés et moins on va avoir de problèmes derrière. Nouvelle question. En parallèle, comment se comporte un bâtiment conventionnel en béton armé ? Est-ce que tu as un comparatif possible entre biosourcé et béton armé ? Alors ça va faire la transition avec la présentation suivante, c'est-à-dire que la stabilité au feu du bâtiment, elle est calculée de manière
conventionnelles, à travers dites standards. D'accord. Donc on va calculer la stabilité au feu d'un élément, qu'il soit combustible ou incombustible, suivant les mêmes protocoles. Or, il s'avère que nous, quand on intervient j'ai envie de dire, dans la vraie vie, quand on sort des fours des laboratoires, on constate que finalement, un élément, si un bâtiment en béton, déjà, il n'y aura pas le phénomène dont je vous ai parlé tout à l'heure, il n'y aura que le contenu qui va brûler. D'accord. Donc, le feu peut se propager à travers les différentes ouvertures. Là-dessus, il n'y a pas de discussion. Hein. C'est des feux qui se sont propagés, vous en avez vu plein à travers les informations, mais pas de la même façon. Et s'agissant de la stabilité au feu, on a très rarement d'effondrement d'éléments structuraux en béton. Et on a de nombreuses interventions qui ont duré plusieurs heures. D'accord, plusieurs heures. Là, aujourd'hui, avec les éléments biosourcés, on n'a pas beaucoup de retours sur des bâtiments en bois massif qui subiraient ce même type de sollicitation. Mais on peut décemment penser que la stabilité au feu serait remise en question beaucoup plus tôt, d'où la notion de résistance à la ruine, d'où les essais qui sont actuellement menés par les différents laboratoires. Et c'est évidemment ce qui nous inquiète, nous pompiers, parce qu'on n'a pas aujourd'hui d'effondrement, enfin très peu déjà en phase active. On en a, bien sûr, on a eu des morts au feu d'ailleurs, mais on n'a pas de ruines après l'extinction. Une fois qu'on a éteint, bon, voilà, on fait le vide dans la pièce, on dégarnit, et, voilà. Mais avec les nouveaux matériaux, on ne sait pas si ça peut arriver, parce qu'on se retrouve face à des phénomènes qu'on maîtrise mal, qu'on ne connaît pas, et donc on va beaucoup s'interroger. Et donc aujourd'hui, on vous interroge, on interroge les laboratoires sur dites-nous ce qui se passe, dites-nous si on peut rester dans le bâtiment, ou s'il faut en sortir. Et la vraie question, c'est à partir de quand. Voilà, donc ça complique énormément l'action discours. Merci beaucoup. Une dernière question peut-être ? Non ? Il y a là-haut, alors il y a en bas. Vous avez le micro ? On ne vous voit pas. Oui, je suis là. Hop, parfait, voilà. merci. Bonjour, Merci Olivier de vous présenter, Leroux. ça sera la dernière question. Ok, Olivier Leroux, donc formateur pour paille et puis ancien constructeur paille. C'est moi qui ai posé la question tout à l'heure avec le rapport au béton. C'est vrai que souvent, on a tendance à dire que les dangers de la dilatation des métaux qui amènent les risques d'un effondrement du béton, puisqu'on sait bien que c'est le métal qui va tenir l'ensemble du principe. Est-ce que c'est vraiment vérifié ou pas? Parce que moi, c'est ce que j'annonce assez souvent, quoi, que ce risque-là entraîne la non-intervention des pompiers dans des bétons armés, quoi, dans des bâtiments en béton armé. Alors en fait, vous parlez du béton armé ou vous parlez des structures acier floquées? Non, plutôt béton armé, peut-être acier floqué, je ne sais pas du tout, dans les systèmes constructifs qui auraient du béton armé, quoi. Donc armé de métal qui, avec la dilatation liée au feu, amenait un risque d'effondrement soudain. Non, la partie, le travail de l'acier, notamment le fait qu'il peut flamber, etc. Donc on est plus sur une structure totalement métal qui serait pas protégée ou qui serait pas suffisamment dimensionnée. La partie béton armé, alors il faudra peut-être, si vous voulez aller plus loin dans le détail, poser la question. Oui, à Annabelle. Annabelle qui se dit mince, à chaque fois il est en train de jouer au rugby, là, il renvoie tout. Moi, sur ce que je constate, d'accord, lors des incendies, j'ai pas de problème avec le béton armé, d'accord. Voilà. Mais on va en reparler avec Annabelle parce qu'il y a beaucoup de questions sur ce sujet-là que j'ai dans le chat, donc ça va être pour toi. Hein. Je ne suis pas là pour faire la promotion d'un matériau par rapport à un autre, hein, entendons-nous bien, hein, et ni pour dire qu'il ne faut pas construire en paille ou en matériau biosourcé, c'est pas ça. Je veux dire, réfléchissons ensemble à comment bien le faire pour le faire en sécurité. Et voilà, mon propos, c'était de vous montrer vraiment à quoi nous sommes confrontés et pourquoi toutes ces précautions. D'accord ? Alors j'ai quand même une dernière question pour toi parce qu'elle te concerne particulièrement. Peut-on se former à la prévention incendie pour la conception des projets avec matériaux combustibles ?
Et si oui, est-ce que c'est auprès de vous, en fait? Alors, nous aussi, on essaie de se former. Enfin, soyons honnêtes, on part tous de très très loin, on va dire, j'allais dire de zéro ou presque. Voilà, nous, quand il y a quelques années, on a pris en compte cette problématique. Alors, on savait depuis le 19e siècle, le début du 20e, qu'on pouvait avoir de grands problèmes avec des feux de quartier, des conflagrations, etc. On a entre-temps limité les... Et puis quand le sujet est revenu, eh ben, nous aussi on a dû se former. Donc on le fait à travers les labos, etc. Je ne connais pas aujourd'hui de formation certifiante ou certifiée, ou peu importe, ou même de formation comme ça. On le fait aussi au fil de nos échanges. On participe avec les laboratoires à différents consortiums scientifiques qui font des tests. Voilà, je pense que aujourd'hui, le meilleur moyen de se former, c'est l'échange, c'est peut-être ce type de congrès, et de lire aussi les publications qui sont faites, essayer de comprendre les phénomènes. Et pour être concret, quand vous arrivez avec un projet, la plupart du temps, ça se concrétise par un rendez-vous aussi avec les secours. Et à ce moment-là, on échange, vous arrivez avec vos propositions, et ce sont des échanges. On dit, bon, et puis on voit ensemble pour trouver des solutions acceptables. C'est vraiment la dernière question, Gabriel, que je pose à Fabien. La doctrine des pompiers de Paris va-t-elle être généralisée dans la prochaine réglementation incendie? On sent une pointe d'inquiétude. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est bien, la doctrine, non? Hein? Ah, je rentre pas là-dedans. Fabien, rapidement, c'est embêtant de répondre à cette question? La doctrine, c'est pas du droit dur. Donc on attend que les ministères fassent paraître les règlements. Voilà. Ok, merci beaucoup.